Bonjour à tous. Avant tout, merci à Clément pour cette invitation et merci aussi à vous d'avoir choisi d'écouter ce séminaire qui est un peu particulier par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Il se propose notamment d'illustrer tout d'abord l'intérêt d'obtenir des informations à 3 dimensions à l'échelle du nanomètre et ensuite la manière dans laquelle on doit s'y prendre pour les obtenir. Message que j'essaie de transmettre aussi à travers le titre de ce séminaire qui est « Exploration du nanomonde en 3 dimensions ». Plus précisément, on va se focaliser sur les nanomatériaux et les nanostructures qu'on étudie aujourd'hui dans le domaine des nanosciences et nanotechnologies, en particulier sur ceux qui sont structurés et organisés à 3 dimensions. Et on va voir comment faire pour obtenir une vraie représentation 3D de l'objet, qui est celle-ci. Représentation qui est censée, et qui traduit ici en fait la distribution spatiale de ces différentes composantes de ce nano-objet, et paramètre qui est parfois essentiel pour comprendre ses propriétés. Comme disait Clément, le cadre général dans lequel se situent ces études par imagerie 3D concerne le domaine des nanosciences et nanotechnologies, qui se propose de comprendre tout d'abord les phénomènes qui se produisent à l'échelle nanométrique, et ensuite de les exploiter dans diverses applications. Mais avant de passer aux applications, une optimisation de ces nouvelles propriétés, une étape d'optimisation de ces nouvelles propriétés est absolument indispensable, ce qui nécessite finalement une étude complète des systèmes nanoscopiques concernés en termes de taille, forme, structure, composition chimique, propriétés magnétiques, conductivité électrique ou encore d'autres types de propriétés. Quels sont les systèmes nanoscopiques qu'on étudie de nos jours? Tout d'abord, les nanomatériaux, je dirais simples, qui sont susceptibles de présenter de nouvelles propriétés induites par leur taille ou par leur forme. Il s'agit, entre autres, des propriétés optiques, comme cette bipyramide d'or, propriétés électroniques, catalytiques, magnétiques, électrochimiques, encore d'autres propriétés. D'autre part, l'évolution des méthodes de synthèse permet aujourd'hui d'obtenir des matériaux encore plus complexes que les nanomatériaux, qu'on appelle nanostructures et nanocomposites, qu'on obtient en assemblant plusieurs nano-objets, comme ici, ce qu'on appelle les nanostructures, où on disperse ces nanomatériaux dans une matrice. Donc il s'agit cette fois-ci de nanocomposites. Leur intérêt est la possibilité de moduler les propriétés individuelles de ces nano-objets par la manière dans laquelle ils s'organisent, mais aussi d'induire de nouvelles propriétés qui soient générées par exemple par l'effet collectif d'un tel nano-assemblage. Lorsqu'on souhaite étudier finalement les nanomatériaux, aujourd'hui on fait de plus en plus appel à la microscopie électronique, couplée bien évidemment avec des techniques complémentaires. Pourquoi ceci? Le premier élément de réponse est le fait qu'elle fournit des informations à la bonne échelle pour les nanomatériaux, c'est-à-dire allant de micromètres à l'angstrom, grâce à la longueur d'onde associée aux électrons fortement accélérés, qui est quelques ordres de grandeur inférieure à celle de photons et qui est en plus ajustable à travers la tension d'accélération. Ensuite, il s'agit d'un faisceau qui est composé de particules chargées, qu'on peut facilement contrôler, c'est-à-dire dévier, focaliser ou séparer en plusieurs sous-faisceaux. Troisièmement, très important, l'interaction des électrons avec la matière est relativement forte, ce qui induit une diversité de signaux. Donc on a forcément des électrons transmis si l'échantillon est faible, des électrons diffusés, des électrons émis, des photons X émis, mais aussi par exemple des paires électrons-trous. Et finalement, si les électrons sont fortement accélérés, la dualité onde-corpuscule fait qu'on a affaire plutôt à un rayonnement électronique qui est capable de produire des interférences qui intéressent beaucoup les physiciens finalement, et qui peuvent fournir des informations très précises sur le potentiel qui diffuse les électrons à l'intérieur du matériau, et surtout sur la périodicité de ces potentiels. C'est justement le principe du mode haute résolution ou encore de l'holographie électronique.
Maintenant, en étant convaincu de l'utilité de la microscopie électronique pour obtenir des informations à une échelle subnanométrique sur les nanomatériaux et les nanostructures, voyons maintenant l'intérêt de chercher des informations qui soient résolues à 3 dimensions à travers quelques exemples typiques. Voici deux situations, par exemple, dans le domaine de nanomatériaux, dans lequel une étude par microscopie électronique traditionnelle, ça veut dire à 2 dimensions, n'est pas suffisante. Pour quantifier, par exemple, la porosité de ces matériaux poreux qui est un zéolite, ou encore pour discriminer, pour séparer, si on veut, les particules qui sont situées à l'intérieur d'un support de celles qui sont à son extérieur, support qui est ici un nanotube de carbone. Troisième exemple, cette fois-ci de la biologie. Il s'agit de résoudre la structure et la forme de l'appareil de Golgi, qui est, comme on le sait tous, une organite relativement complexe. Pour répondre à ces informations, l'analyse d'une simple image n'est pas suffisante, en sachant que cette image, surtout en microscopie électronique, est une projection de l'ensemble de l'objet sur le plan d'observation, où tous ces détails finalement de l'objet sont superposés. Pour déduire finalement ces vraies représentations 3D et obtenir ces informations, il existe plusieurs possibilités. La première est de scanner l'objet en modifiant chaque fois la distance sur laquelle se fait la mise au point et obtenir ainsi des informations de faible profondeur de champ, d'étranges si vous voulez, qui superposées permettent de reconstruire un volume. C'est justement le principe de la microscopie optique confocale, sauf que la résolution est plutôt de l'ordre de micromètres, ce qui n'est pas suffisant si on souhaite explorer le monde nanométrique. Deuxième possibilité, c'est de découper l'objet ou d'éplucher l'objet tranche par tranche avec un faisceau d'ions ou en arrachant tout simplement des atomes suite à l'application d'un champ électrique très intense. C'est le cas de la tomographie fibre dans un microscopique électronique à balayage, qui est illustré ici le principe, avec le faisceau d'électrons, avec le faisceau d'ions qui découpe l'objet et le faisceau d'électrons qui permet d'imager l'objet. Mais la tomographie fibre n'a pas non plus une résolution de l'ordre nanomètre. Et c'est aussi le cas de la sonde atomique tomographique, où on arrache des atomes et on les analyse au fur et à mesure, qui, quant à elle, elle a une résolution atomique, cette fois-ci, mais elle est assez contraignante à mettre en œuvre du point de vue expérimental. Troisième possibilité, c'est d'enregistrer plusieurs images en tournant l'objet et de se fier à la simple analyse visuelle pour obtenir des informations à caractère tridimensionnel. Enfin, la quatrième possibilité découle de la précédente et consiste à formaliser ce concept de l'analyse sous différents angles d'un objet pour reconstruire, à travers un algorithme mathématique, une vraie représentation 3D de l'objet. Bon, l'intérêt de cette représentation, en premier, le fait qu'elle peut être exploitée quantitativement, ce qu'on verra tout à l'heure, et ce qui est parfois indispensable pour comprendre et améliorer les propriétés de l'objet d'intérêt. Est-ce qu'on fait une tomographie aux rayons X, une tomographie électronique, mais étant donné les ordres de grandeur de résolution limite, qui est le micromètre pour la tomographie rayons X et le nanomètre pour la tomographie électronique, lorsqu'on se propose d'étudier le monde nanométrique, on va plutôt s'intéresser à la deuxième et on va parler d'imagerie 3D par tomographie électronique. Par définition, la tomographie est une technique qui permet de reconstruire les caractéristiques d'un objet en utilisant une série de projections enregistrées de l'extérieur. Comment on fait pour enregistrer cette série de projections? On peut soit déplacer le détecteur autour de l'objet, soit tourner l'objet lui-même. Donc, entre parenthèses, en microscopie électronique, on incline plutôt l'objet, qui est ici situé sur la grille de microscopie, plutôt bien évidemment qu'incliner le microscope. Et pour chaque position,
on obtient une image. Une image qui est celle-ci, on cite pour la deuxième position celle-ci, ainsi de suite. Donc bien évidemment, les images de cet objet sont différentes. La deuxième, légèrement différente de la première. La troisième, encore plus différente. Ainsi de suite. Et par rapport à cette série d'images, on réussit de cette manière. La question qu'on peut se poser maintenant est la suivante. Serait-il possible de remonter à l'objet initial qui a donné lieu à ces projections, ou au moins à une approximation de celui-ci, en utilisant cette série d'images? Donc, la réponse a été apportée par Radon en 1917, qui a mis les bases mathématiques de la transformée de Radon, qui est représentée ici à 2 dimensions, en sachant que la même chose peut être généralisée à 3 dimensions. Donc, en réalisant cette opération mathématique, qui n'est rien d'autre qu'une opération de projection, on passe d'un espace XY à un espace Rθ, en projetant la structure à étudier, qui est ici la structure verte, dans la direction donnée par l'angle θ et en variant l'angle θ. Donc, par rapport à ce schéma représenté ici, on commence maintenant à comprendre ce que ça implique, un problème de reconstruction tomographique. Elle consiste finalement à inverser la transformée de Radon, qui est l'ensemble des fonctions R de R avec θ variable, pour déduire la fonction f de xy qui est associée à l'objet initial. Donc maintenant, on va se concentrer un peu plus sur la tomographie électronique et voir un peu plus en détail ces différentes étapes. Comme la plupart des techniques tomographiques, elle permet de reconstruire le volume d'un objet à partir d'une série de projections en 3 étapes. Dans l'acquisition, une telle série est obtenue en inclinant l'échantillon par rapport au faisceau électronique, généralement autour d'un axe. Pour chaque position, on obtient une image qui, dans certaines conditions, peut être considérée comme une projection du signal d'intérêt propre à l'objet sur le plan d'observation. Signal d'intérêt qui peut être, comme on verra tout à l'heure, la masse, la composition chimique ou encore d'autres paramètres. La deuxième étape est le calcul du volume. Et ici, la méthode la plus utilisée est la rétroprojection. La rétroprojection qu'on peut définir, bien évidemment, comme l'inverse de la projection. Donc, si la projection nous fournit des images 2D d'un objet observé sous les angles θ1, θ2, ainsi de suite, la rétroprojection tente de reconstruire un objet qui soit en accord avec toutes les projections initiales. Pour l'expliquer en 2 mots, elle consiste à étaler les intensités des pixels de toutes les images enregistrées à différents angles, ce qui fait que dans le volume obtenu, l'intensité ici d'un voxel, un voxel qui est en fait un pixel à 3 dimensions, est la moyenne des intensités provenant des différentes images. La troisième étape est la visualisation et l'analyse du volume. Pour le visualiser, nous pouvons extraire des slices ou des tranches, si vous voulez, de l'intérieur et les analyser tranche par tranche, ou créer une modélisation 3D en attribuant une couleur à chaque composant. Quant à l'analyse quantitative, elle consiste à déterminer les positions x, y, z d'un détail donné, qui est ici le point rouge, avec la coordonnée z, cette fois-ci identifiée, ce qui n'était pas le cas sur une simple image, où on peut aussi mesurer des distances ou des surfaces en comptant, en première approximation, les voxels correspondantes. Donc voici maintenant quelques illustrations pour fixer un peu les idées, pour mieux comprendre ces différentes étapes. Ici, vous avez la série d'images initiales telle qu'elle a été enregistrée par le microscope en inclinant cet objet entre plus ou moins 75 degrés. Donc en sachant qu'il est en microscopie électronique, qu'il est difficile d'aller au-delà de 75 degrés à cause de l'effet d'ombrage de l'objet par la grille qu'il supporte finalement. Donc on voit ici sur cette série que l'objet bouge légèrement d'une image à la suivante, ce qui est dû en fait
aux imperfections mécaniques à cette échelle qui est l'échelle nanométrique. Donc, autrement dit, lorsqu'on incline, l'objet va se déplacer forcément un peu. Ensuite, on a ici la série d'images alignées. Alignement qui sert à mettre toutes ces différentes images dans le même référentiel spatial, ce qui est absolument indispensable pour pouvoir appliquer la transformée de Radon. Là, on a le volume reconstruit qu'on peut analyser tranche par tranche. Donc, ça veut dire qu'on a le volume comme ça. Et les différentes images, les images qu'on visualise sont les images d'en bas. Ensuite, on traverse l'objet et on va passer de l'autre côté. Ici, l'épaisseur d'une image, d'une tranche, est, si vous voulez, identique à l'épaisseur d'un pixel sur les images initiales. Et finalement, là, on a la modélisation de cet objet qui est en fait une zéolite mésoporeuse. Voilà, juste quelques mots concernant la résolution, qui est un paramètre essentiel si on souhaite quand même explorer le monde nanométrique. La résolution est généralement de l'ordre de nanomètres, mais ce qu'il faut savoir aussi, qu'elle est anisotrope dans les trois directions, ce qui est un petit désavantage de cette technique de tomographie. Donc, voici ici les relations qui nous permettent de déduire les résolutions, qui nous permettent de voir finalement que si le long de l'axe d'inclinaison, la résolution est celle des images 2D, dans les directions perpendiculaires, Y, Z, Z étant la direction du faisceau, elle dépend du diamètre de l'objet, mais aussi du nombre de projections et de l'angle de tilt maximum. Bien évidemment, plus les deux sont grands, le nombre de projections, l'angle de tilt maximum, meilleure est la résolution. Donc, à titre d'exemple, on attend une résolution d'environ 1 nanomètre pour un objet de diamètre 40 nanomètres, et si on enregistre 120 projections. Pour déduire ces relations, on peut faire appel à ce qu'on appelle le théorème de la coupe centrale, qui nous dit qu'à chaque projection de l'objet correspond une section centrale par son espace de Fourier, qui est orientée perpendiculairement à la direction de projection. Donc celle-ci, cette section par l'espace de Fourier, est orientée perpendiculairement à la direction de projection. Donc ça veut dire que si on enregistre une série de projections et si on combine les transformées de Fourier, on va commencer à remplir ici l'espace de Fourier. Et ici, la résolution est donnée par la fréquence à laquelle le remplissage est complet. Donc on a ici quelque part la fréquence à laquelle ce remplissage est complet. On prend 1 sur R, on prend son inverse, et on obtient la résolution limite, la résolution théorique, si vous voulez, qui est en fait la taille minimum d'un détail qu'on peut encore résoudre. D'autres conséquences du fait que le nombre de projections et l'angle maximum d'inclinaison sont finis est la présence de certains artefacts dans le volume, qu'on appelle artefacts en étoile, qui sont représentés ici par les traits, qui sont dus au balayage discret de la plage angulaire. Donc ça veut dire qu'on a une première image à θ1, une deuxième à θ2, ainsi de suite, ce qu'on fait dans l'acquisition. Ou encore, ce qu'on a encore, un effet d'allongement de l'objet dans la direction du faisceau électronique. On voit ici, par exemple, que cette nanoparticule est légèrement allongée dans la direction Z, ce qui est dû cette fois-ci à ce qu'on appelle la zone aveugle. Qu'est-ce que c'est la zone aveugle? C'est finalement l'intervalle angulaire qu'on ne peut pas couvrir avec un porte-objet en microscopie électronique, à cause du fait que, ce qu'on disait tout à l'heure, il est difficile d'aller au-delà de 75-80 degrés. Pour réduire ces artefacts, première possibilité, évidemment, de maximiser le nombre de projections et de minimiser la zone aveugle. La deuxième possibilité est d'utiliser des méthodes de reconstruction un peu plus élaborées par rapport à la rétroprojection. Donc, il s'agit en premier de méthodes itératives qui sont basées sur une application successive de la rétroprojection, et dans laquelle, dans ces méthodes-là, on compare à chaque itération les images 2D calculées du volume avec les images initiales,
Et en prenant le bruit comme variable, on essaye de réduire la différence entre les deux types d'images, et ce qui permet d'obtenir une reconstruction avec des objets qui sont mieux définis et surtout avec un rapport signal sur bruit qui est amélioré par rapport à la rétroprojection simple. Ensuite, très important, on a les méthodes discrètes, les algorithmes discrets, dans lesquels on peut introduire des contraintes liées à ce qu'on connaît déjà sur l'objet, comme par exemple le nombre de composants de densités réellement différentes, ce qui va faciliter pas mal par la suite le traitement de données. Donc par exemple, pour cet objet-là, on sait dès le départ qu'il est constitué uniquement de deux composés distincts. En utilisant la rétroprojection, on obtient plusieurs niveaux de gris qui sont parfois difficiles à attribuer à l'un des deux composés. Et par contre, en utilisant un algorithme discret, on obtient dès le départ uniquement deux niveaux de gris correspondant aux deux composés. Et si on a parlé du rapport signal sur bruit, je profite pour évoquer un autre atout de cette approche multi-image d'un seul objet, qui est lié à la redondance d'informations apportée par l'utilisation de plusieurs images. Un concept qui a été formalisé par Harp en 1968 dans ce qu'il appelait le montage polytropique. Cette redondance d'informations conduit à une amélioration du rapport signal sur bruit dans une image 2D qui est tout simplement calculée du volume par rapport à une image initiale, ce qui peut être très utile dans certains cas, comme on le verra tout à l'heure. Et pour expliquer cette amélioration du rapport signal sur bruit, chaque fois, lorsqu'on rajoute une image dans le traitement de données, on rajoute de l'information, en fait, on rajoute du signal. Et en sachant que le bruit est aléatoire d'une image à la suivante, ceci conduit finalement statistiquement à une amélioration du rapport signal sur bruit de l'ordre de racine de n, où n est le nombre de projections. Et la dernière considération générale concerne l'exigence clé à respecter en tomographie, qui nous dit que l'intensité d'une image doit être proportionnelle au signal d'intérêt intégré en épaisseur, signal d'intérêt qui peut être la densité moyenne de l'échantillon, le numéro atomique, la composition chimique, même l'amplitude des bandes de placement. Et ceci fait que, contrairement à la biologie, en sciences des matériaux, la tomographie traditionnelle TEM, où on travaille en mode parallèle, comme en microscopie optique conventionnelle, cette tomographie TEM n'est pas tout à fait adaptée pour les matériaux cristallisés à cause de la présence de contraste de diffraction qui ne peut pas satisfaire cette exigence. Donc vous voyez ici par exemple deux particules qui sont similaires en termes de taille, bon, plus ou moins, et surtout en termes de densité, mais le contraste est très différent entre les deux, à cause du fait que la première est en position de diffraction pour cette orientation. Donc ça veut dire que là, on a des plans cristallographiques qui sont parallèles à la direction du faisceau incident. Bien évidemment, ce contraste ne peut pas satisfaire l'exigence de la tomographie. Et pour résoudre cet inconvénient, c'est-à-dire la présence de contraste, de diffraction dans les images des matériaux cristallisés, cet inconvénient est résolu si on utilise cette fois-ci le mode d'acquisition toujours en transmission, mais à balayage, où on enregistre pour chaque position de la sonde qui balaye l'échantillon les électrons qui sont diffusés à un certain angle avec un détecteur annulaire. Comment on fait? On va positionner la sonde ici quelque part, un faisceau convergent. On va enregistrer tous les électrons diffusés à l'angle alpha. On va passer au point suivant, un deuxième nombre d'électrons, et on va reconstruire de cette manière une image qui correspond à la zone balayée. Qu'est-ce qui se passe si on se positionne à des angles de diffusion importants? À ces angles-là, on n'a plus ce qu'on appelle des effets de cohérence entre les faisceaux diffusés par les plans cristallographiques, qui sont présents plutôt à des angles plus faibles pour des tensions d'accélération des électrons de l'ordre de quelques centaines de kiloélectronvolts. Donc, pas d'interférence constructive
entre les faisceaux diffusés par les plans cristallographiques à ces grands angles, pas de diffraction dans les directions correspondantes, et en conséquence, pas de contraste de diffraction dans les images, ce qui fait qu'ici, l'exigence de la tomographie, en termes de proportionnalité masse et épaisseur, est aussi vérifiée pour les matériaux cristallisés. Le troisième mode, qui est compatible avec une approche tomographique, est le mode imagerie filtrée, dans lequel les images sont formées uniquement par les électrons qui ont perdu une certaine énergie à travers l'échantillon. Comme la perte d'énergie des électrons peut être caractéristique de la présence d'un élément dans l'échantillon, si elle correspond par exemple à l'une de ces énergies d'ionisation, on rajoute ici au pouvoir, à l'habilité de la tomographie de résoudre la troisième dimension, la sélectivité chimique pour obtenir des reconstructions élémentaires. Donc, je vais revenir sur ce mode un peu plus tard. Maintenant, je préfère arrêter les considérations d'ordre général pour commencer à vraiment illustrer l'utilité de la tomographie en sciences des matériaux, dans ce domaine nanomatériaux et nanotechnologie, à travers quelques exemples d'études typiques, études de porosité, études que j'ai essayé de classer en fonction du type d'objet, mais surtout en fonction de l'information d'intérêt. Études de porosité, distribution spatiale de composantes, études d'ordre à longue distance, morphologie et cristallographie de surface, ou encore pour résoudre la composition chimique à 3 dimensions à travers la tomographie analytique. Le premier type d'application se propose de déterminer la porosité, d'avoir accès de manière directe par rapport à ce qu'on a comme d'autres techniques de caractérisation, comme par exemple l'absorption de l'azote, avoir accès de manière directe à la porosité d'un matériau poreux. Donc on prend ici comme exemple une nanoparticule d'oxyde mixte silice-zircon mésoporeuse. Sur une image 2D de départ, on peut déjà deviner la porosité, mais sans pouvoir la quantifier, ou même sans savoir si ces pores sont accessibles ou non de l'extérieur. En analysant la reconstruction tomographique tranche par tranche, ou la modélisation obtenue par segmentation de données, nous avons pu quantifier le volume poreux et la surface proposée par ces pores, en sachant qu'ici, pour cet échantillon particulier, elle ne semble pas être ouverte. En fait, nous avons constaté qu'une couche relativement épaisse, qui est riche en zircon en plus, couvre l'extérieur du grain et ne permet pas d'accéder aux pores, mais faisons attention à l'interprétation. La résolution ici est de l'ordre de 1 nanomètre, donc ça veut juste dire qu'on n'a pas de connexion vers l'intérieur de la sphère de diamètre supérieur à 1 nanomètre. Deuxième exemple d'application de la tomographie électronique dans le domaine des nanomatériaux, peut-être celui qui a été exploité le plus jusqu'à présent, concerne la détermination de la distribution spatiale des différentes composantes dans des composés nanostructurés. Un exemple typique est l'étude d'un système dans lequel des nanoparticules métalliques de petite taille, bimétalliques platine-ruthénium de petite taille, environ 2 nanomètres, ont été insérés dans des nanotubes de carbone par voie chimique. Le but général de cette étude, finalement, est de créer des systèmes catalytiques modèles dans lesquels la phase active, c'est-à-dire les particules et les réactants, soient confinés dans un petit volume qui est ici la cavité du nanotube de carbone. Bien évidemment, si on analyse une image 2D unique, il n'est pas possible de localiser ces particules, c'est-à-dire savoir si elles sont à l'intérieur ou à l'extérieur, ou encore associer une certaine taille à leur localisation par rapport au support. En analysant la reconstruction calculée, dont une tranche longitudinale est représentée ici, et plusieurs transverses qui sont extraites à ce niveau-là
sont représentés là. Nous avons pu quantifier la proportion des particules insérées à l'intérieur par rapport à celles qui restent à l'extérieur. Et ceci pour différents échantillons. Donc on est ici à 10%, 30%, 80%, en sachant que les 3 échantillons étaient préparés par des méthodes différentes. Et en plus, mis à part le calcul de cette proportion, pourquoi cette analyse tomographique a été très utile ici? Elle a permis de mettre en évidence finalement des petites nanoparticules, de mettre en évidence grâce, si vous vous souvenez de ce qu'on avait dit tout à l'heure, grâce à la redondance d'informations, des petites particules de taille à peu près 1 nanomètre qui sont ici entourées par les cercles blancs, je ne sais pas si vous les voyez d'ailleurs, particules qu'on ne voyait pas sur une image thème unique, à cause aussi bien évidemment de l'effet de superposition. Et cette analyse tomographique nous a permis de montrer ici que la taille moyenne des particules qui sont à l'intérieur est inférieure à celle des particules qui sont à l'extérieur. On est à environ 1,5 2 nanomètres à l'intérieur par rapport à 2,5 à l'extérieur. Pour illustrer les applications de type morphologique et cristallographique, j'ai choisi un premier exemple proposant de déterminer la topographie de surface des nanoparticules métalliques anisotropes, simples ou de type cœur-couronne à base d'or, qui sont étudiées pour leurs propriétés optiques particulières, propriétés optiques qui dépendent bien évidemment de leur forme. Pour cette étude-là, mis à part la forme 3D de ces objets, qui est proche de celle d'une bipyramide, mais sans que cette bipyramide soit parfaite, comme on verra ça tout à l'heure, cette analyse nous a permis finalement de quantifier, de visualiser tout d'abord et ensuite de quantifier des marches atomiques transverses qui sont perpendiculaires à l'axe de la bipyramide, qu'on voit un tout petit peu partout autour de la bipyramide, comme donc, normalement on les voit ici sur cette modélisation qui tourne, qu'on voit de temps en temps des marches apparaître et disparaître. Marches qui, très important, ont une largeur qui est inférieure au périmètre à une position donnée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les voir à 2 dimensions, il faut que la bipyramide soit bien orientée le long de l'axe, et pour une certaine orientation, de toute manière, on ne les verra pas toutes. Pourquoi on s'intéresse tellement à la quantification de ces marches? Tout simplement à cause du fait que ces marches peuvent modifier les réponses optiques de ces nano-objets en agissant finalement comme ce qu'on appelle en optique des points chauds, où on a des concentrations de lignes de champ électrique à ces endroits-là. Comment on a fait pour quantifier ces marches? On a découpé la bipyramide, on l'a découpée en slice transverse, on l'a découpée bien évidemment numériquement, et on a calculé la quantité d'or dans chacune de ces slices. Comme la variation de cette quantité d'or le long de la grande axe présente chaque fois qu'on a une marche, comme ici, là ou là, un point singulier, ce type de représentation nous a permis finalement de quantifier très précisément la périodicité de ces marches le long de l'axe et aussi ses caractéristiques géométriques en termes de hauteur et largeur. Toujours dans le même cadre, c'est-à-dire cristallographie, morphologie et cristallographie des petites particules, voici ici une application encore plus quantitative de la tomographie qui concerne l'analyse 3D d'une assemblée, cette fois-ci, d'entités nanométriques qui sont ici des nanoparticules de platine organisées en réseau. Ici, l'analyse par tomographie nous a permis tout d'abord de montrer que la morphologie d'une particule correspond à un octaèdre tronqué. Pour déduire cette information, comme on a fait, on a comparé la forme 3D déduite par tomographie à des formes d'équilibre calculées par la dynamique moléculaire dans laquelle on prend un cristal et on fait relaxer ces atomes à une certaine température pour déduire la configuration énergétique la plus faible pour ce cristal. Donc en comparant la forme 3D déduite par tomographie aux formes d'équilibre type
calculée par dynamique moléculaire. On a choisi celle qui collait la mieux finalement, qui est l'octaèdre tronqué. En plus, ici, nous avons réussi à créer une modélisation atomique de la particule en utilisant sa reconstruction tomographique. Comme on a fait, bon, une fois la modélisation orientée le long d'un axe de symétrie, comme ici, on a commencé à le remplir avec des atomes en utilisant les relations de périodicité dans un cristal. Et cette approche, l'avantage de cette approche est le fait qu'elle permet de mieux visualiser les facettes surface. Nous avons ainsi constaté que les plans de type 1,1,1 et 1,0,0 sont majoritaires à la surface, avec quand même une contribution plus importante de plans de type 1,1,1, ce qui est en accord finalement avec la forme de l'octaèdre tronqué par rapport aux autres formes potentiellement stables qui sont par exemple cube-octaèdre ou octaèdre simple. Et en accord aussi avec la dynamique moléculaire, ce qu'on disait tout à l'heure. Le deuxième type d'information que nous avons obtenu sur ce système concerne l'organisation 3D de ces nanoparticules en utilisant une analyse quantitative de leur position x, y, z. Plus précisément, en utilisant les coordonnées x, y, z de toutes les particules présentes dans ce super réseau, nous avons calculé ce qu'on appelle des fonctions de distribution des paires pour les distances interparticules, et nous avons fait ceci pour les distances séparément pour les distances dans le plan et hors plan. Ces fonctions de distribution traduisent ici en fait le nombre de particules qui sont situées à une certaine distance par rapport à la particule qu'on choisit comme origine. Donc les fonctions seront représentées ici, dans le plan pour les distances dans le plan et hors plan, et présentent des pics bien définis. Donc il s'agit des courbes rouges. Des pics bien définis, ça veut dire qu'on a quand même une répétition de certaines distances dans le cristal, ce qui illustre plutôt la présence d'un degré d'ordre assez élevé. Ensuite, le fait que les distances premiers voisins sont différentes dans le plan et hors plan, donc là on est à peu près autour de 15 nanomètres, ici on est à peu près à 12 et quelques. Cette différence nous a déjà fait penser à une maille qui on peut tétragonaliser. Donc ensuite, avec les paramètres dans le plan et hors plan, calculés de ces distances premiers voisins, nous avons construit un réseau parfait, qui est le réseau bleu ici, parfait, c'est-à-dire sans désordre, mais tétragonalisé. Et les fonctions de distribution sont représentées ici en bleu. Si on compare les caractéristiques des pics du réseau parfait expérimental, caractéristiques des pics, ça veut dire juste position et hauteur relative, en sachant que les pics du réseau expérimental s'élargissent forcément à cause du désordre. En comparant les hauteurs et les positions relatives, nous constatons un assez bon accord qui est aussi valable pour les grandes distances, ce qui confirme en fait que ce super réseau présente une structure cubique à face centrée tétragonalisée et en plus avec une longueur caractéristique de l'ordre qu'on peut calculer à partir de la décroissance des pics qui est de l'ordre de 200 nanomètres. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, la tomographie classique en thème traditionnel, la tomographie en système champ sombre annulaire, était suffisant en sachant qu'il s'agissait chaque fois d'étudier des échantillons soit homogènes ou soit inhomogènes, mais avec une différence considérable entre les numéros atomiques des différentes composantes, différence qui induisait finalement un contraste suffisant dans les images thème ou thème champ sombre annulaire pour pouvoir séparer ces composants. Donc la difficulté intervient lorsqu'on veut séparer à 3 dimensions des composés de numéros atomiques proches, là où le contraste dans ces images, thème ou STEM, est faible, voire inexistant. Donc la solution, ce qu'on disait tout à l'heure, est de combiner l'approche tomographique, c'est-à-dire calcul d'une reconstruction à partir d'une série d'images,
avec l'imagerie filtrée en énergie, l'imagerie FTEM. Donc, dans ce mode, les images sont formées uniquement par les électrons qui ont perdu une certaine énergie à travers l'échantillon. Et comme on le disait tout à l'heure, cette perte d'énergie peut être caractéristique de la présence d'un certain élément dans l'échantillon si elle correspond à l'une de ces énergies de ionisation. Donc on rajoute, en sachant que cette perte d'énergie peut être une caractéristique, on va parler de caractéristiques élémentaires, on va rajouter ici à l'habilité de tomographie de résoudre la troisième dimension la sélectivité chimique pour obtenir ce type de reconstruction qu'on va appeler des reconstructions chimiques ou reconstructions élémentaires. Comment on fait? Bon, ceci revient à enregistrer la série d'images initiales qui est utilisée pour le calcul du volume en mode image filtrée sur le seuil d'ionisation de l'élément d'intérêt. Le seuil qui est représenté ici. Donc ça veut dire que l'image sera formée uniquement par les électrons qui ont perdu une énergie qui correspond plus ou moins à celle du seuil d'ionisation. Donc de cette manière, on va utiliser pour le calcul du volume des cartographies des images 2D élémentaires. Élémentaire, ça veut dire caractéristique de la présence de l'élément choisi, ou ce qu'on appelle des cartographies chimiques 2D. Ce n'est pas quelque chose de simple, mais n'oubliez pas la condition essentielle à respecter est que l'intensité dans ces images qui sont utilisées pour le calcul de volume soit proportionnelle au nombre d'atomes de l'élément choisi intégré en épaisseur. Dans ce cas, le signal chimique au niveau du seuil doit être proprement isolé en soustrayant le fond qui est assez important quand même dans un spectre énergétique des électrons. Pourquoi il est important? Tout simplement à cause du fait que l'interaction entre les électrons et la matière est forte, et ce qui induit différents types de diffusion inélastique, comme par exemple échauffement de l'échantillon, cassure des liaisons, qu'est-ce qu'on peut avoir encore d'autre, déplacement atomique, ainsi de suite. Donc, juste pour dire que le fond dans un spectre de perte d'énergie est assez important. Pour extraire ce fond, on n'oublie pas qu'on est en mode image. On a besoin de plusieurs images filtrées, au moins 2 images, celle-ci et celle-ci, avant seuil, pour estimer la forme du fond et le calculer ici au niveau de seuil, et une 3e image sur le seuil qui contient le signal de nature chimique et dont le fond doit être extrait. Opération qui se fait finalement pixel par pixel entre ces 3 images. Donc ça c'est juste pour vous montrer que c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Pourquoi compliqué? Tout simplement à cause du fait qu'il faut faire ci à tous les angles d'inclinaison en tomographie, et il faut faire ceci pour chaque élément d'intérêt. Nous avons passé pas mal de temps sur l'implémentation de ce mode dans notre institut et nous avons réussi à améliorer la résolution spatiale dans ce mode qu'on appelle tomographie analytique, d'un ordre de grandeur par rapport à ce qui était publié avant, sachant qu'aujourd'hui, on est de l'ordre de quelques nanomètres, mais très important en tomographie analytique, pas en tomographie classique. Donc, sans rentrer dans plus de détails, voici une première étude par tomographie analytique qui concerne l'étude des supports de catalyseurs mixtes alumine-silice étudiés à l'Institut français de pétrole, dans lequel on mélange finalement l'alumine à la silice, en sachant qu'apparemment une acidité supplémentaire apparaît lorsque des liaisons ALOSI sont créées en surface. Donc par rapport à ça, notre but de l'analyse par tomographie était de déterminer la distribution spatiale des deux, alumine et silice, et surtout à la surface. Donc c'est la surface forcément qui nous intéressait le plus. Donc vous avez ici les images enregistrées à un seul angle d'inclinaison, donc l'image plutôt classique, suivie par les images filtrées avant seuil et après seuil pour l'aluminium, et la même chose pour le silicium. Donc il s'agit des seuils qui sont représentés ici, qu'on ne voit pas très bien, mais ce sont des seuils L2,3. Et ensuite, avec les cartographies chimiques 2D de l'aluminium et du silicium calculées à partir des images 2D, en utilisant
la méthode d'extraction de signal de tout à l'heure. Et en variant aussi l'angle de tilt, nous avons calculé 3 séries de projections. La série de projections représentative de la densité moyenne de l'aluminium et de silicium, dont j'ai représenté ici à titre illustratif juste les images à moins 40 degrés, 0 degrés et 40 degrés, en sachant qu'on a à peu près 60-70 images dans chacune. Ces 3 séries de projections ont donné lieu, par le calcul, à 3 volumes qui, très importants, sont corrélés spatialement. Le volume de la densité moyenne de l'aluminium de silicium, j'ai représenté ici, vous avez ici 3 slices orthogonales XY, XZ, YZ par chacune des 3, et aussi par le volume relatif, par le volume chimique relatif qu'on obtient en superposant l'aluminium en rouge au silicium en vert. En comparant ensuite les intensités des reconstructions, les intensités des pixels des reconstructions élémentaires une par une, nous avons séparé l'objet en 2 contributions, l'une pour la silice, l'autre pour l'alumine, en créant ce qu'on appelle une modélisation analytique. Finalement, la quantification nous a permis de déterminer que la proportion surface de la silice est uniquement de 30%, pour un total sur l'ensemble de grains de 50%. Donc on voit même visuellement que sur ce grain, il y a plus de rouge en surface, finalement plus d'alumine en surface. Une différence qui est quand même considérable, 30% par rapport à 50%, et qui justifie l'intérêt d'une telle étude qui est quand même assez fastidieux. Pour notre grain préparé pour notre échantillon préparé par une méthode différente, nous avons obtenu des proportions qui sont encore plus différentes. On a uniquement 15% de silice en surface par rapport à un total toujours de 50%. Et en faisant la même chose pour différents échantillons préparés par des méthodes différentes, nous avons finalement établi une corrélation entre la méthode de préparation et la proportion relative en surface des deux. Donc, je vous montre aussi une autre étude par tomographie analytique qui concerne cette fois-ci la détermination de la distribution spatiale de l'azote dans des nanotubes de carbone dopés à l'azote. Des études sur ce système, des études à 2 dimensions, ont suggéré que l'azote serait plutôt situé au niveau des arches dans ce tube qui est de type, ce qu'on appelle de type bambou, grâce au dopage. Donc bambou, ça veut dire qu'on a, comme dans le nanotube classique, un canal, un mur, mais on a aussi, cette fois-ci, des arches qui se ferment au fur et à mesure, des arches qui sont des plans graphitiques qui contiennent de l'azote. En choisissant comme élément d'intérêt forcément le carbone et l'azote, on a 3 séries de projections qui ont donné lieu par le calcul à 3 volumes corrélés spatialement, densité moyenne, carbone et azote. Et j'ai représenté ici 3 tranches, 3 coupes extraites au même niveau. Si on met les deux ensemble, on obtient une reconstruction chimique relative à 3 dimensions, avec le carbone en rouge et l'azote en vert, qu'on peut analyser tranche par tranche, en vous rappelant qu'à 2 dimensions, toutes ces tranches seraient superposées et on ne verra pas grand-chose. Donc, concernant plus précisément la localisation de l'azote, nous avons constaté qu'elle dépend de l'arche considérée. Donc, on a ici des arches qui sont très droites, transverses comme ça, où on a beaucoup d'effets cristallographiques, et on voit qu'ici, ces arches sont assez vertes. Donc, ça veut dire qu'elles contiennent beaucoup d'azote. Et par contre, on a des arches arrondies qui sont un peu plus épaisses, ces arches-là, qui sont plutôt rouges, donc ça veut dire qu'elles contiennent moins d'azote que les arches transverses. Et ce qui est encore plus intéressant est la modification de la forme du tube. Si on regarde ce qu'on a en coupe transverse au niveau des arches droites ici, on voit qu'ici le tube se transforme en prisme, tandis qu'au niveau des arches arrondies, il reste bien un tube. Donc l'explication a été ici, l'explication que nous avons avancée, et ici la modification
du facettage de la particule catalytique pendant la croissance du tube, modification de facettage qui sera due à une variation continue de la concentration, des concentrations en carbone et en azote dans sa surface et subsurface. Donc ça veut dire que si on n'a pas beaucoup d'azote en surface, le facettage de la particule est de ce type-là, le tube reste cylindrique et on a de temps en temps la formation des arches arrondies. Et par contre, si on a beaucoup d'azote en surface, le facettage de la particule change et impose au tube une forme prismatique, et le surplus d'azote est expulsé par la création d'une arche transverse avec beaucoup d'azote. Donc pour finir avec la partie résultat, j'aimerais donner un autre exemple pour illustrer combien il est important de connaître les caractéristiques 3D pour comprendre les propriétés d'intérêt des nanomatériaux et nano-objets. Donc, bien évidemment, l'exemple le plus simple sera celui des échantillons poreux, avec la porosité soit ouverte, première porosité ouverte, deuxième porosité fermée. Les propriétés de surface sont forcément très différentes pour les deux, et ceci peut être corrélé aux caractéristiques des réseaux poreux déduits par tomographie. Mais je donnerai un exemple un peu moins trivial, issu d'une étude qui se propose de corréler les caractéristiques structurales et morphologiques déduites par tomographie aux propriétés optiques linéaires et non linéaires mesurées très importantes sur le même objet. Donc voici ici le spectre optique de cette bipyramide d'or avec la position de la résonance qui dépend de la taille, de la forme et aussi du facteur de forme. Donc jusqu'à ici, rien de surprenant, sauf qu'en mesurant un spectre sur une bipyramide qui est similaire à celle d'avant, nous constatons qu'il est un peu différent. On a un épaulement ici en bas du pic qui est plus important et surtout, on a une réponse incomplète en polarisation. Réponse incomplète en polarisation, donc ça veut dire qu'on se positionne ici sur le maximum du pic et on fait varier la polarisation dans le plan du substrat. Cette différence, finalement, a été expliquée grâce aux informations qu'on a obtenues par tomographie électronique, qui ont montré que la deuxième bipyramide présente une asymétrie au niveau du plan équatorial qu'on n'avait pas dans la première, asymétrie qui peut être à l'origine d'une réponse optique différente à condition qu'elle soit orientée bien dans le plan de la polarisation. Quelle est la suite en tomographie électronique? Grâce à la portée de ces différents résultats, c'est un domaine en plein développement et une multitude d'orientations sont envisagées dans ce cadre. Par exemple, du point de vue instrumental, de nouveaux porte-objets sont en cours de développement, comme par exemple les porte-objets permettant de réaliser une rotation sur 360 degrés pour réduire, pour éliminer en fait la zone aveugle qu'on a vue tout à l'heure. Ensuite, l'apparition d'un nouveau mode de travail en couplant l'approche tomographique, par exemple à l'holographie, ce qui permet de visualiser la distribution des lignes de champ électrique, comme ici dans ces deux exemples-là, et bientôt des lignes de champ magnétique dans l'espace. Mais les efforts les plus importants sont dédiés au développement de nouveaux logiciels et de nouveaux algorithmes de reconstruction. On a déjà vu les algorithmes discrets tout à l'heure, dans lesquels on peut introduire des contraintes liées à ce qu'on connaît déjà sur l'objet. Ce sera vraiment dommage de ne pas utiliser ce qu'on connaît déjà sur l'objet dans le traitement. Et une autre piste à explorer concerne la saisie comprimée des données en tomographie électronique. Donc la saisie comprimée, c'est un concept qui n'est pas nouveau et finalement qui nous dit que dans certaines situations, l'acquisition d'une partie du signal d'intérêt est parfois suffisante pour le reconstruire entièrement. Ceci est aussi valable en microscopie électronique. Par exemple, vous avez ici une image acquise avec 16 millions de pixels et aussi une image reconstruite à partir uniquement de 500 pixels qui sont enregistrés très importants aléatoirement. Il faut que le choix de l'enregistrement ici soit aléatoire. Donc on voit bien que la différence n'est pas si grande que ça. Et ce concept est aussi valable en tomographie, mais en considérant cette fois-ci
comme unité de choix de l'enregistrement les images de la série à la place des pixels ici. Donc vous voyez ici qu'une reconstruction calculée de 20 images en utilisant un algorithme de type saisie comprimée est comparable, sa qualité est comparable, voire supérieure à une reconstruction classique calculée uniquement à une reconstruction calculée de 40 images, mais en utilisant un algorithme classique. Donc deux orientations peuvent être envisagées à ce niveau-là. La première fait appel au développement d'un algorithme de reconstruction qui puisse prendre en compte cet effet. Et la deuxième fait appel à la deuxième nécessitera finalement de travailler avec les fabricants de détecteurs pour permettre l'acquisition d'une image comprimée toute seule et appliquée ensuite en mode tomographie. Une autre piste à explorer en imagerie 3D, c'est le développement de l'imagerie 3D à résolution atomique, ce qui permettrait finalement de visualiser les atomes à 3 dimensions, ce qui n'était pas imaginable il y a quelques années. Pour gagner un ordre de grandeur en résolution, c'est-à-dire passer du nanomètre à l'angstrom, il faut savoir qu'enregistrer des images à plus haute résolution est toujours envisageable, sauf que le facteur limitant, la plupart du temps, est le traitement de données. Si vous vous souvenez de ce qu'on a dit au début, la résolution est donnée, au moins d'un point de vue théorique, par la manière dans laquelle on remplit l'espace de Fourier. Donc à ce sujet, l'idée serait de travailler avec une équipe de mathématiciens pour développer un algorithme qui combine des méthodes itératives pour améliorer le résultat de la reconstruction au fur et à mesure, avec des techniques de reconstruction, cette fois-ci, d'espace indirect, en sachant qu'avec la rétroprojection, on est quasiment tout le temps dans l'espace direct. Cette technique de reconstruction d'espace indirect serait basée finalement sur la transformée de Fourier pseudopolaire, qui permet finalement de mieux remplir l'espace par rapport à la transformée de Fourier polaire et fournit une meilleure résolution, meilleur remplissage, meilleure résolution. Donc il y a déjà des résultats qui sont obtenus dans ce cadre. Et finalement, un dernier transparent, dans le cadre du projet Equipex que nous avons obtenu à l'IPSMS, sur la microscopie électronique ultra rapide, résolue à l'échelle de la nanoseconde ou même de la femtoseconde. Donc juste en 2 mots, il s'agit d'une configuration basée sur un microscope électronique en transmission, qui est équipé d'une photocathode qui envoie des pulses d'électrons vers l'échantillon à une certaine fréquence, et ce qui est synchronisé aussi avec une excitation laser de l'échantillon. Dans le cadre de ce projet, un développement possible sera de combiner l'approche tomographique, calcul d'un volume à partir d'une série d'images, avec une excitation optique de l'échantillon de type pompe-sonde à l'échelle de temps de la nanoseconde au femtoseconde. Donc l'exemple le plus intuitif sera celui dans lequel des séries de projections, mais cette fois-ci résolues temporellement, c'est-à-dire à l'instant T1, T1 plus delta T, T1 plus delta T, 2 delta T, ainsi de suite. Ces séries de projections résolues temporellement seront utilisées pour calculer cette fois-ci plusieurs volumes qui vont décrire finalement l'évolution temporelle à 3 dimensions d'un nano-objet, comme par exemple pour visualiser les vibrations mécaniques à 3 dimensions de ces nano-objets qui sont des nanofibres, nanofils, nanotubes, qui ont différentes caractéristiques structurales, géométriques et différentes architectures, et qui ne vont pas vibrer forcément de la même manière. Donc voilà, donc finalement quelques brèves conclusions. On est tous conscients du fait que les nanomatériaux nécessitent une analyse complète de leurs propriétés à l'échelle du nanomètre, ou voire même à l'échelle atomique. Mais ce qui est important de comprendre aussi que parfois les informations d'intérêt doivent être résolues à 3 dimensions, ce qu'on arrive à faire en utilisant l'imagerie 3D par tomographie électronique. Si je devrais donner un atout majeur de cette technique, je dirais que c'est finalement la multitude d'informations qu'elle peut apporter, et ceci grâce à l'existence de plusieurs modes en microscopie électronique qui sont compatibles avec une approche
tomographique. Voilà, ce travail implique effectivement beaucoup de collaboration et beaucoup de collaborateurs. Je ne les ai pas nommés ici parce qu'ils sont très très nombreux. Donc je tiens à remercier tous ces collaborateurs. Et je montre juste une dernière animation qui permet encore de mieux illustrer ces concepts d'exploration du nanomonde à l'échelle nanométrique. Bon, merci pour votre attention.